Pendant des décennies, l'outil de base de l'anthropologue, c'était quoi? Un carnet. Un simple carnet pour essayer de mettre des mondes entiers en mots. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on ajoute un objectif à ce regard? Quand l'observation, elle devient aussi une capture visuelle. C'est ça, le monde à la fois fascinant et super complexe de l'ethnographie visuelle. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, au programme, on va d'abord s'intéresser à la base, décrire les peuples. Ensuite, on parlera de l'œil de la caméra. Puis, on verra que c'est une histoire complexe pour finir sur une idée clé, l'image, en fait, n'est pas neutre. Ok, première partie, décrire les peuples. On va explorer les fondements de l'anthropologie. Avant même de sortir l'appareil photo ou la caméra, il faut qu'on revienne aux bases. C'est essentiel pour bien piger ce que le visuel apporte. Il faut d'abord comprendre ce qu'est la méthode ethnographique à la base. Voilà, la grande question qui est au cœur de tout ça. Comment est-ce qu'on peut comprendre une culture de l'intérieur? Comment on fait pour ne pas juste être un observateur qui regarde de loin, mais pour vraiment, vraiment saisir le sens que les gens donnent à leur propre vie, à leur monde? Eh bien, la réponse, elle tient en un mot, l'immersion. Et cette méthode, c'est ce qu'on appelle l'ethnographie. En fait, le nom dit tout si on regarde l'origine grecque, ethnos, le peuple, et graphein, écrire. Donc, littéralement, c'est l'art d'écrire sur les peuples. Simple, non? Sauf que, pour bien écrire sur quelque chose, il faut d'abord le comprendre. Et pour comprendre une communauté, il n'y a pas 36 solutions. Il faut s'immerger, partager le quotidien, bref, vivre avec les gens pour saisir toute la complexité de l'intérieur. Alors, concrètement, ça repose sur quoi? Sur plusieurs grands principes. D'abord, l'observation participante. L'idée, c'est qu'on ne fait pas que regarder, on participe, on fait avec les gens. Ensuite, il faut une présence prolongée sur le terrain. On ne peut pas débarquer 3 jours et repartir. C'est crucial pour créer un lien de confiance. L'approche est aussi holistique. Ça veut dire qu'on part du principe que tout est lié. Et le but du jeu, c'est de comprendre le point de vue émique, un mot un peu technique pour dire le point de vue des acteurs eux-mêmes, pour au final arriver à ce que Clifford Geertz appelait une description dense, c'est-à-dire qui révèle toutes les couches de sens cachées derrière un simple geste. Et tout ça, c'est un vrai parcours, un voyage en plusieurs étapes. Ça commence bien avant de mettre un pied sur le terrain avec la préparation. Puis vient le grand saut, l'immersion. C'est souvent une phase un peu déstabilisante, mais elle est absolument cruciale. Une fois sur place, on commence la collecte de données, mais on fait aussi de l'analyse en continu sur le terrain. Ensuite, il y a la sortie du terrain, qui est un moment aussi important que l'arrivée. Et enfin, tout ce travail se termine par l'analyse finale et bien sûr l'écriture. Voilà pour les bases. On passe maintenant à notre deuxième partie, l'œil de la caméra. Parce que maintenant qu'on a posé les décors, on va ajouter un nouvel élément dans l'équation, la caméra. Alors, la question c'est comment cet œil mécanique vient bousculer un processus qui est, à la base, si profondément humain. Et là, il y a une idée qui est absolument centrale. Ajouter un appareil photo, ce n'est pas juste pour faire de jolies images pour illustrer un texte. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est une toute nouvelle façon de voir, de participer et même d'analyser. La caméra devient un acteur à part entière. Forcément, ça change le regard du chercheur, ça modifie les interactions avec les gens et ça transforme chaque image en une donnée brute, super riche de sens. En fait, on peut dire que l'image a 3 grandes dimensions. D'abord, elle est heuristique. C'est un mot un peu savant pour dire qu'elle est un outil de découverte. Parfois, en regardant une photo après coup, on voit des détails qu'on n'avait absolument pas remarqués sur le moment. Ensuite, sa dimension méthodologique. C'est une technique pour collecter des données précises. Et enfin, elle est communicationnelle. C'est évident, une image, ça transmet des émotions, des ambiances, des gestes, tout ce que les mots, parfois, ont du mal à décrire. Attention, petite précision importante ici, il ne faut pas confondre deux choses, l'anthropologie visuelle et l'ethnographie visuelle. On pourrait dire que l'anthropologie visuelle, c'est le grand domaine théorique qui étudie la culture visuelle en général. L'ethnographie visuelle, c'est plus spécifique, c'est la méthode de terrain, c'est la boîte à outils du chercheur. Troisième partie. Et là, on touche à un sujet sensible, une histoire complexe. Parce que cette pratique, elle n'est pas née hier, et ses débuts sont compliqués. Il faut bien comprendre que l'objectif de la caméra a d'abord été un outil de pouvoir, un outil colonial, avant de devenir, bien plus tard, un instrument de collaboration. On peut découper cette histoire en 4 grandes périodes. D'abord, de 1840 aux années 1900, on a les origines coloniales. Puis, jusqu'en 1950, c'est l'institutionnalisation scientifique. Ensuite, gros tournant dans les années 50-80 avec le cinéma. Et enfin, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ère contemporaine et numérique. Et il faut être très, très clair là-dessus. Les débuts de la photo en anthropologie sont sombres.
La photographie a été utilisée pour ce qu'on appelait l'anthropométrie. C'était une pseudoscience obsédée par l'idée de mesurer les corps pour classer et surtout hiérarchiser les races humaines. C'est vraiment l'héritage le plus lourd de la discipline, un passé qu'on ne peut absolument pas ignorer. Donc il faut bien comprendre que ces images n'avaient rien d'innocent. La critique plus récente l'a bien montré. Ces photos n'ont pas seulement reflété les préjugés de l'époque, elles ont activement participé à les construire. Elles ont aidé à naturaliser des représentations racistes, déshumanisantes, en transformant des personnes en simples objets de curiosité. Et bien sûr, le plus souvent, sans le moindre consentement. Heureusement, tout change, ou en tout cas commence à changer, après la Seconde Guerre mondiale. C'est un tournant majeur. Pourquoi? Parce que les caméras deviennent plus légères. Et ça permet à des cinéastes comme Jean Rouch de révolutionner le domaine, avec ce qu'il a appelé le cinéma vérité. L'idée, c'est que la caméra n'est plus cet œil froid et distant. Non, elle devient un catalyseur d'interaction. On ne filme plus sur les gens, on filme avec eux. Et ça change tout. Et toute cette histoire, elle nous amène tout droit à notre dernière partie et à une conclusion qui est devenue une évidence. L'image n'est pas neutre. Derrière chaque obturateur, il y a une subjectivité. On a tous ce réflexe de penser qu'une photo, c'est un miroir de la réalité. Eh bien, c'est faux, ou en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Une photo, c'est avant tout une construction. Chaque photo est une série de choix. Le cadre, l'angle, le moment exact où on appuie sur le bouton, tout ça, ce sont des actes d'interprétation. Et tout ça, ça reflète forcément la subjectivité de celui ou celle qui prend la photo. Et ça amène à une autre question essentielle. Qu'est-ce qu'une photo ne peut pas montrer? C'est énorme en fait. D'abord, les sons, les odeurs, les sensations, tout ça, c'est absent. Ensuite, elle fige un seul instant. Elle efface complètement le passage du temps. Elle nous montre des gens, mais elle ne peut pas nous montrer les relations sociales invisibles qui les lient. Et surtout, il y a le cadre. Le cadre, ça veut dire qu'il y a un hors-champ. Tout ce qui se passe juste à côté est exclu de l'image. Du coup, comment on articule l'image et le texte? Il y a en gros 3 manières de voir les choses. La première, c'est la subordination. La photo sert juste à illustrer le texte. La deuxième, c'est l'inverse, l'autonomie. Là, on considère que l'image apporte une connaissance que le texte ne peut pas fournir. Et enfin, il y a la position sans doute la plus intéressante, la position dialogique. L'image et le texte dialoguent. Ils travaillent ensemble pour créer une compréhension beaucoup plus riche. Mais attention, dire que l'image est subjective, ça ne veut pas dire qu'elle est inutile, loin de là. Au contraire, c'est un outil cognitif hyper puissant. Pour la mémorisation, par exemple, c'est une trace visuelle parfaite qu'on peut analyser plus tard. Pour la documentation, une seule photo peut contenir une densité d'informations incroyable. Et enfin, pour l'analyse comparative, ça permet de mettre côte à côte différentes scènes et de les comparer. On termine donc avec cette grande question. Une image, c'est un reflet de la réalité ou c'est une construction subjective? Alors, reflet ou construction? La réponse, évidemment, c'est que c'est un peu des deux. C'est une trace du réel, c'est indéniable, mais c'est une trace qui est toujours façonnée par un regard. Et c'est justement dans cette tension permanente entre ce qui est montré et la personne qui montre que se trouve toute la puissance de l'ethnographie visuelle.